commence les news de ce soir avec l'Algérie. Ben Sebaini, forfait pour la 5e journée. Jamel Belmadi va se passer de Rami Ben Sebaini contre la Zambie lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 en mars prochain. La faute à un cumul de cartons. Averti lors de la 2e journée contre le Botswana, l'arrière-gauche du Borussia Mönchengladbach a également écopé d'un carton jaune contre le Zimbabwe à Harare. Notons que les champions d'Afrique sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN qui aura lieu en 2022 au Cameroun. Alors Henri Jo, eh oui, c'est ballot ça, hein? Oui, déjà qualifié. Je ne pense pas que cette absence de Ben Sebaini aura un impact négatif sur la sélection algérienne. Et puis surtout, dans cette position, quand l'équipe est déjà qualifiée à 2 journées de la fin des éliminatoires, l'entraîneur habituellement souvent fait tourner l'équipe, permet à ceux qui sont sur le banc quand même d'évoluer. Et je dirais que c'est une bonne nouvelle aussi pour le joueur parce que s'il prenait ce carton-là, je dirais, au dernier match, ça le priverait de première rencontre au niveau de la phase finale de la CAN. Donc, non seulement c'est une bonne nouvelle pour lui, et ça va permettre à Jamel Belmadi quand même de faire jouer quelqu'un d'autre au niveau de la défense algérienne. C'est vrai que Ben Sebaini, c'est un joueur important dans le dispositif de Jamel Belmadi, mais comme il a signifié, cette absence ne sera pas un handicap pour cette équipe des Fennecs. Ça permettra à Jamel Belmadi de faire tourner son effectif, mais surtout aussi d'intégrer de nouveaux joueurs, de les voir en situation de jeu et de voir s'ils sont capables de pouvoir intégrer cette équipe des Fennecs d'Algérie. Patrick Irénée? Je suis également d'accord avec les deux intervenants. Je pense qu'ils sont déjà qualifiés. Donc, il n'y a pas de risque à prendre. Le coach va tout juste faire tourner son effectif. Voilà. Non, ils ont déjà fait le job, hein, il n'y a pas de souci. Le beau défenseur de 25 ans, Mönchengladbach, latéral, l'Algérie a encaissé que 3 buts pendant ces éliminatoires. L'équipe en a inscrit 11. Je pense qu'ils ont fait le job, ils sont qualifiés. Bon, on va le laisser au repos avec son club en Allemagne pour lui permettre d'être toujours dans le bon temps. Mais je pense que Belmadi n'a pas d'inquiétude à avoir véritablement. L'absence de ce garçon ne sera pas un handicap pour lui. L'Algérie a déjà fait l'essentiel du job. D'accord, très bien. Oui, c'est tout? Bah ouais, c'est tout. D'accord, très bien. Allez, on poursuit avec l'Égypte. El Hadari prend sa retraite. Et Sam El Hadari, l'ancien gardien des Pharaons d'Égypte, a confirmé à 47 ans sa retraite. J'ai pris ma retraite il y a longtemps et je confirme une fois de plus cette décision. Je ne reviendrai plus jouer au football, a-t-il déclaré. Et Sam El Hadari a connu une carrière très riche au cours de laquelle il a remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations et a disputé la Coupe du Monde en 2018. Yves Boris. Oui, une déclaration qui terre maintenant toutes les polémiques autour du gardien mythique des Pharaons d'Égypte. Il était annoncé dans une équipe de 4e division égyptienne qui se baptise ZFC. Avec cette sortie, il vient mettre fin à toutes ces polémiques. Je crois que c'est une bonne chose pour le gardien égyptien. Et il était également annoncé au WAC de Casablanca. Mais en tant qu'entraîneur là-bas, c'était plutôt en tant qu'entraîneur. Là, c'est en tant que gardien pour aider cette équipe du ZFC qui joue en 4e division égyptienne. Lui, il a 47 ans. Il a tout accompli dans sa carrière avec les Pharaons, avec cette équipe du Al Ahly et là où il est passé aussi ailleurs. Il a terminé sa carrière dans le club de Nogoum MC en 2019. Il n'a plus rien à prouver et je crois que c'est une bonne chose. C'est bien de mettre un terme définitivement à sa carrière. Il a 3 CAN, c'est ça, 2008, 2006, 2010. Mais est-ce qu'il n'était pas dans la délégation de 98 pour les Égyptiens? Oh, j'ai envie de... Ma mémoire me fait un trou là, mais j'ai le sentiment qu'il était également de la campagne de 98. De 98. Donc, c'est une légende, ce portier. C'était peut-être l'un des seuls joueurs sur le continent, gardien, à avoir remporté autant de Coupes d'Afrique. Il a fait les grands clubs égyptiens. Al Ahly d'abord. Ensuite, il y a un petit problème. Il est allé au FC Sion pour revenir jouer ensuite aux Zamalek. Mais c'est une légende du football africain, ce portier-là. C'est une retraite tout à fait méritée pour lui à 47 ans aujourd'hui. Bravo à tout ce qu'il nous a donné comme plaisir sur les stades africains. Alors, il a été élu 3 fois meilleur gardien de la CAN, 2006, 2008, 2010. Ouais. Vous, en tant que joueur ivoirien, quel souvenir est-ce que vous gardez de lui? Un seul mot me vient à l'esprit, respect. Ouais. Voilà, il a accompli de grandes choses. Il tire vraiment mon chapeau parce que avec tout ce qu'il a pu gagner sur le continent africain, il faut respecter ce genre de personnes-là. Oui, voilà. Absolument. Une vraie légende.
Henri Jo. Et dans la suite de son message, il a dit qu'il a fait quand même des formations dans des grands clubs européens. Maintenant, il va s'adonner à la formation au niveau de l'Égypte. Donc voilà, ça sera une autre carrière que voilà, El Haddari va entamer. Cette fois-ci, ça sera mettre son expérience Au profit des jeunes gardiens. Ça sera peut-être en Égypte, comme le fait aujourd'hui Tizi Jean-Jacques avec les gardiens ivoiriens. Donc, ça sera bénéfique pour cette équipe égyptienne parce que le poste de gardien de but, comme on le dit, c'est un poste très, très, très délicat. Donc, il faut quand même quelqu'un qui est expérimenté, qui a été 3 fois meilleur gardien de la CAN, en tout cas pour apporter, je dirais, cette expérience-là à la jeunesse égyptienne. Donc, c'est juste la suite logique de sa carrière. Bien évidemment. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un maître en la matière. C'est bon d'avoir un tel professeur. Je pense que les gardiens égyptiens à venir auront de quoi apprendre auprès d'une vraie légende. Je pense que l'histoire de la Coupe d'Afrique se résume avec ce bonhomme. Bravo à lui tout simplement. Et l'Égypte est habituée à ce genre de gardien parce que dans les années 80, on avait un certain El Battal qui était redoutable également dans les buts égyptiens. Et là, lui également, El Haddari a été un formidable gardien pour les pharaons d'Égypte. D'accord. Et vous savez qu'il a il détient un autre record. Eh oui. En coupe du Monde? En Coupe du Monde, c'était le plus âgé. Le plus vieux. Oui. Ouais, 45 ans et 161 jours. Bien sûr. Lorsqu'il jouait la Coupe du Monde. C'est quand même pas rien. Ouais, ben bon, on trouve des records où on peut, hein, ma foi. Allez, on poursuit. On prend la direction du Nigeria. Osimhen souffre d'une luxation. Sorti sur blessure lors de l'incroyable 4-4 du Nigeria contre la Sierra Leone. Victor Osimhen souffre d'une luxation à l'épaule droite. Alors qu'on craignait une fracture du poignet, Sky Sports Italia évoquait une simple contusion. Sa durée d'indisponibilité n'est pas connue et sa blessure sera réévaluée au jour le jour, a affirmé Naples, son club. Henri Jo. Bon, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de Naples parce que fracture au poignet, on tournerait autour de 6 semaines d'absence. Avec cette luxation, peut-être le joueur va revenir un peu plus tôt parce qu'aujourd'hui, Naples est 3e de la Série A dans son ascension. Dans le haut du classement de la Série A, quand même, ils ont besoin de Osimhen. Donc, je dirais que en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que l'indisponibilité ne sera pas assez longue pour le joueur nigérien. Grand espoir du football africain, Osimhen, tout le monde en parle. Il a brillé la saison dernière en France et là, il a réussi à s'imposer très rapidement au sein de l'équipe de Naples. C'est d'ailleurs le meilleur buteur de ces éliminatoires avec 4 buts. Donc, c'est une pièce maîtresse importante pour le dispositif de l'équipe de Nigeria. Le Nigeria est en tête du groupe L avec 8 points. Donc, l'équipe n'est pas encore totalement qualifiée. Il y a 2 matchs importants à jouer pour Osimhen. Bon, on espère que d'ici le mois de mars, il sera de retour pour être sur le front de l'attaque de l'équipe du Nigeria. Mais en tout cas, lui, c'est un élément important qui est en train de conduire cette équipe du Nigeria à la qualification pour la CAN 2022. Alors, pour le coup, il pourrait rater la rencontre face au Milan AC. Ça, c'est pas une bonne nouvelle quand même pour Naples. Hein? Effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ben après, comme on le dit dans le sport, la santé prime toujours. Donc, il faut prendre le temps de bien se traiter pour pouvoir bien revenir chez toi. Et tiens, il n'y a pas que la rencontre face au Milan AC qui va rater. Il pourrait aussi rater la rencontre de Ligue Europa face à Rijeka, un club croate. Donc, ce sera quand même un petit préjudice pour cette équipe de Naples. Et c'est une bonne nouvelle pour Franck Kessié, qui aura moins de boulot à faire parce que on aurait bien voulu quand même voir ce duel entre ces 2 joueurs africains. Mais bon, je pense qu'il reviendra vite. Il est solide, il est grand, il est puissant. C'est un garçon qui est un formidable manière du ballon, qui nous rappelle un peu d'autres anciens attaquants de ce style-là, avec cette équipe du Nigeria, George Finidi, Konko Kanu, etc., etc. Bon, il va revenir très vite, il est solide, et on a envie de le revoir parce que celui-là, il donne du plaisir sur les stades. George Finidi, il n'était pas milieu de terrain non, il était plutôt ailier. Il jouait dans le couloir, George Finidi jouait dans le couloir avec l'équipe du Nigeria. Konko Kanu était un peu plus... Moi, je pensais plutôt à Victor Ikpegba. Oui, pourquoi pas aussi. Mais je dis, dans le physique, il est grand. Je vais même le ramener un peu à Rachidi Yekini aussi, qui a fait les beaux jours de l'Africa Sport d'Abidjan ici, et puis l'équipe du Nigeria. Mais oui, il est dans la lignée des grands attaquants du Nigeria, les Daniel Amokachi et autres. Bon, je pense qu'il est solide. Il va revenir très très vite, notre Victor Osimhen. Emmanuel Amunike. Emmanuel Amunike. Absolument. Ouais. Et juste, puisque vous avez évoqué le match contre Rijeka, oui. Ce sera le 26 novembre prochain. Novembre. Ouais, il serait certain pour cette rencontre. Exactement.
Enfin, oui, il n'est même pas incertain. Non, mais ça serait carrément pas là. La blessure, Parce que ça ça avait vu, hein, oui. pour son indisponibilité. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de certitude sur le temps, sur la période que va passer Osimhen hors des pelouses. Donc, attendons de voir. C'est pour cela que je parlais de cette luxation qui, à mon avis, était en quelque sorte une bonne nouvelle pour l'équipe de Naples, parce qu'avec une fracture au poignet, ça serait 6 semaines d'absence, et 6 semaines, c'est long. Surtout quand on joue un championnat comme la Série A, les choses vont très très vite. Et là, peut-être avec, je dirais, les nouveaux examens au niveau de Naples, ça peut permettre aux joueurs de revenir très rapidement. D'accord. Après le Nigeria, le Gabon, Aubameyang risque de ne plus être libéré. La nuit passée par la sélection gabonaise à l'aéroport de Banjul pourrait avoir de lourdes conséquences pour les Panthères. Le sélectionneur Patrice Neveu redoute en effet qu'Arsenal, abasourdi par les images qui ont circulé avec les joueurs dormant à même le sol, refuse désormais de libérer Pierre-Emerick Aubameyang pour les prochaines échéances des éliminatoires de la CAN 2021. Commentaire Yves Boris. La nouvelle n'est pas très bonne quand même pour ce que vous venez d'évoquer. Ce qui s'est passé à Banjul ne reflète pas l'hospitalité qu'il y a en Afrique. Maintenant, c'est à l'entraîneur de cette équipe du Gabon d'avoir un bon système managérial, surtout d'avoir une bonne communication avec les responsables d'Arsenal pour leur expliquer le bien fondé pour que Pierre-Emerick Aubameyang puisse rejoindre sa sélection pour les 2 prochaines journées qui arrivent. Tout simplement, c'est à lui de pouvoir discuter avec l'entraîneur, discuter avec les dirigeants, parce que ce qui s'est passé, ça peut justement emmener les dirigeants d'Arsenal de ne pas vouloir laisser le joueur venir, parce qu'il n'a pas été dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas dormi dans de bonnes conditions. Ils sont arrivés, ils ont été bloqués à l'aéroport pendant de longues heures. Ça peut être un argument valable. Je dis, l'image est triste. Oui. On est vraiment au regret de voir ça pour le football africain. Ce que les Gambiens ont fait là n'est pas bien du tout. L'image est très triste. Mais ce n'est pas une raison pour Arsenal pour menacer le Gabon. Le Gabon n'est pas responsable. Pas menacer le Gabon, empêcher le joueur de venir. Oui, mais ça ressemble à une menace. C'est-à-dire que, comme le joueur a été maltraité, Arsenal n'a pas envie de le libérer. Mais ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas la responsabilité des Gabonais. Les Gabonais n'ont pas décidé de loger cette sélection à l'aéroport. C'était un incident qui est arrivé pour un test Covid mal préparé par les Gambiens qui provoque ça. Donc Arsenal n'a pas le droit de dire ça. Je veux dire, il ne faut pas que la fédération gabonaise de football se laisse impressionner par le discours d'Arsenal. Tant que le Gabon aura besoin de Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal doit le libérer. Maintenant, ça, les Gabonais n'ont pas prévu de dormir à l'aéroport. C'est un incident qui est arrivé et ce n'est pas un incident qui est habituel. C'est un fait de parcours malheureux qu'on regrette tous, mais Arsenal ne va pas en profiter pour faire un chantage inutile aux Gabonais. Je ne sais pas si on se comprend. On dit l'entraîneur Patrice Neveu redoute. Pour l'instant, Arsenal n'a encore rien dit. Arsenal n'a encore rien dit. C'est ça. Il redoute peut-être une réaction de la part d'Arsenal, mais pour l'instant, Arsenal n'a encore rien dit. Maintenant, au niveau de la CAF, j'espère que cette affaire, en tout cas, sera élucidée. On va chercher à savoir qui sont les fautifs pour les sanctionner. Une fois qu'il y a sanction, normalement, je ne pense pas que Arsenal pourrait empêcher un joueur de venir. Mais pour l'instant, il faut qu'on remette les choses où elles se trouvent. Arsenal n'a encore rien dit. C'est plutôt une inquiétude de l'entraîneur gabonais. Qui peut sous-entendre des choses parce que c'est très souvent qu'on a ce genre de situation. Non, mais quand c'est comme cela, on a les informations. Je dis, ça peut sous-entendre des choses. Il faut faire attention. Parce que si l'entraîneur en parle, ça veut dire que déjà, il peut avoir peut-être des difficultés sur le cas Aubameyang, qui très souvent n'est pas toujours dans des dispositions par rapport à l'équipe du Gabon. Pourtant, c'est une pièce importante, c'est un joueur important. C'est lui qui porte cette équipe du Gabon. Si l'entraîneur émet des réserves, ça veut dire qu'en dessous, il doit peut-être avoir anguille sous roche. Patrick, Irénée, vous comprendriez qu'Arsenal puisse maintenant hésiter à le laisser partir, sachant que c'est quand même la pièce maîtresse de cette équipe d'Arsenal? Bon, moi, je pense franchement que le débat doit aller un peu plus loin que ça. Et ce genre de situation, nous avons beaucoup vécu. Là, on en parle beaucoup parce qu'il s'agit du Gabon. Et puis, ça a été filmé, tout ça. Mais les clubs, je peux vous assurer que les clubs qui participent à la Champions League vivent pire que ça. Donc, il faut que la CAF prenne des sanctions contre ces gens des pays ou ces gens de clubs qui font vivre cela au club. Et ce que vous pouvez remarquer même, c'est que ce que les clubs font, c'est qu'ils luttent pour avoir le match de la Champions League, un match qualificatif retour. Parce qu'ils vont faire vivre l'enfer
à l'équipe adverse. À l'adversaire. Donc je pense que la CAF doit prendre plus de mesures pour éviter que ce genre de choses puissent arriver. C'est ça, il faudrait baliser un petit peu plus Bien sûr, quand même. bien sûr. D'accord, très bien. Allez, on termine avec le Togo. Le Togo éliminé qui réclame la tête de Leroy. Alors le Togo est éliminé de la course à la qualification à la CAN 2021 après sa défaite à Lomé face à l'Égypte. 3-1 lors de la 4e journée des éliminatoires. Le match de la dernière chance a tourné à la correction. Avec un seul point en 3 journées, l'équipe entraînée par Claude Leroy ne sera pas au Cameroun. L'opinion nationale togolaise, elle, demande la démission du technicien français. Roger Stéphane. Oui, le technicien a 72 ans, il a quasiment échoué avec cette équipe du Togo dans ses éliminatoires. Il est en poste, je crois, depuis 2016. Donc le débat a cours parce qu'ils ont fait une très mauvaise campagne. Ils sont 4e du groupe G avec 3 défaites et 1 match nul. Ils ont un petit point. Ils ont inscrit 2 buts. Ils en ont encaissé 6. Bon, le Togo, sur les derniers événements, a été éliminé au premier tour de la CAN 2017. Ils étaient dans la même poule que les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils étaient 4e de la poule. Ensuite, ils étaient absents à la CAN 2019. Et là encore, ils sont éliminés pour la prochaine CAN. Donc, ça fait beaucoup. C'est une succession d'événements qui embêtent un peu les Togolais. Et bon, je pense que c'est tout à fait justifié parce que le Togo, quand même, sur les derniers rendez-vous, le Togo est absent. Et ça, ça se pardonne difficilement dans un pays où on aime le football. Et je pense que la polémique actuelle est tout à fait justifiée. Mais bon, il a quelques soutiens. Il y a quelques soutiens qui estiment qu'on doit lui accorder encore un peu de chance. Mais attendons de voir. Mais j'avoue que c'est une polémique tout à fait justifiée parce que les derniers résultats ne sont pas bons pour cette équipe du Togo. Alors, moi, ma question est, qu'est-ce qui a poussé la Fédération togolaise à choisir Claude Leroy en 2016? Il arrive en 2016. Avant 2016, il avait pris en main l'équipe du Congo-Brazzaville entre 2013 et 2015. Son bilan, 12 victoires, 5 nuls, 9 défaites. Ensuite, Moi, j'avais 6 victoires, 5 nuls et... Et 9 défaites. Oh non, avec le Congo-Brazzaville. Ah, pardon. Avec le Congo-Brazzaville. C'était sur le Togo, excusez-moi. C'est 12 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Son seul titre, depuis qu'il entraîne en Afrique, date de 88. Je me demande si certains d'entre nous étaient encore nés. Quelle année? 88, avec le Cameroun. Son seul titre. Oh, certains étaient déjà nés parmi nous. On nous dit que c'est quelqu'un qui connaît l'Afrique. Mais quand même, quelqu'un qui connaît l'Afrique, le palmarès doit être comme ça, long comme un bras. Mais il a un seul titre avec le Cameroun, et c'est en 88. Ensuite, il arrive avec le Togo. Depuis qu'il est là en 2016, maintenant, son palmarès, c'est 6 victoires, 5 nuls et 9 défaites. La question, c'est pourquoi ils ont attendu tout ce temps-là avant de le virer? C'est ça. Normalement, il devait être viré depuis longtemps parce qu'il n'a rien fait de concret avec cette équipe togolaise. Élimination en 2007, absence en 2019. Il a quand même fait énormément de choses sur le plan local. Mais sur le plan local, aujourd'hui, on me dira quoi? Quel club togolais fait la fierté dans le championnat? Aucun. Sur la scène africaine, il y a qui? Il y a le nouveau club là, qui va arriver, la Cara, qui va jouer contre le Racing. On aura quand même l'opportunité de le voir à Abidjan, ici, peut-être au match retour. Mais il a fait quoi localement? Rien. Normalement, il devait être viré depuis longtemps. Je dis peut-être qu'il est en train d'échouer, et c'est le cas avec cette équipe du Togo, parce que depuis 2016, il ne réalise rien vraiment. Mais Claude Leroy, c'est quand même le sorcier blanc. Il a fait de belles choses sur le continent avec le Cameroun, avec le Ghana, je crois. On l'appelle le sorcier blanc, c'est pas de façon fortuite. C'est un bon entraîneur. Seulement que je pense que sur ces dernières années, il est un peu dépassé par les événements parce qu'il a 72 ans, il s'est fait vieux, il n'a peut-être plus cette fraîcheur, cette passion qu'il a animée dès le départ quand il arrivait sur le continent africain. Et c'est peut-être ça qui lui fait défaut aujourd'hui. Est-ce que son discours passe? Est-ce que sa philosophie passe? Est-ce que sa stratégie paye? Bon, je pense que non, sur les derniers résultats. Mais c'est quand même Claude Leroy. Claude Leroy joue d'un très grand respect sur le continent africain. D'accord. Au-delà de Claude Leroy, est-ce que le problème ne viendrait pas également de la direction technique nationale qui n'a pas préparé l'après Adebayor? Bon, après, ça dépend, en fait. Parce qu'en fait, les entraîneurs prennent toujours les pots cassés. Voilà. Ils sont jugés sur le bilan. Et comme on le dit, le bilan il est clair. Il n'a pas fait grand chose. Donc, je pense qu'ils ne vont pas le garder, en tout cas, pour ma part. Vous comprenez, en tout cas. Ouais.
D'accord. L'après Adebayor, il faut savoir que dans toutes les grandes équipes, quand il y a un grand joueur, il est vraiment difficile de le remplacer, voire de trouver un joueur qui pourrait le remplacer. Et c'est le cas aussi du côté de cette équipe du Togo, comme ça a été le cas aussi avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont eu de très grands joueurs. Et il y a eu un passage à vide du côté de cette équipe, du côté de ces différentes sélections de ces différentes nations. Donc, je pense que c'est à la fédération togolaise de football de savoir gérer tout ça et surtout d'avancer. Non, mais un bon entraîneur, c'est quoi? C'est les titres. Un bon entraîneur, c'est le palmarès. Il a quel palmarès sur le continent africain? Zéro, nada. Un seul titre avec le Cameroun. Donc, aujourd'hui, bon, dites-moi où... Bon, un titre qui date de longtemps. De longtemps. Où on le classe parmi les meilleurs entraîneurs? On le classe où? Nulle part. Je crois qu'il est dépassé. C'est un bon entraîneur. Il faut qu'on dise. Ces schémas tactiques et autres sont caducs. C'est un entraîneur, je crois qu'aujourd'hui, qui doit aller à la retraite plutôt que d'être encore sur le terrain. Il doit être peut-être dans la formation, dans l'encadrement technique, pour donner des conseils. Donc il aille se reposer parce que, mais pas plus sérieux. Arrêtez là, vous frisez le carton, arrêtez. Je pense que la réalité, c'est que Claude Leroy n'a plus peut-être l'énergie qu'il avait avant. Il dégageait une très bonne énergie avant. Il joue d'un très grand respect. Il était au Ghana, il était au Cameroun. Il a fait de belles choses avec ces équipes-là, même s'il a gagné sur le CAN, comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs sur le continent qui ont gagné sur le CAN, mais qui est dans l'histoire de cette compétition. Et lui, c'est un entraîneur qui compte. Je pense que bon, c'est le temps maintenant est arrivé pour lui de prendre sa retraite, d'être derrière, de faire monter une nouvelle génération, d'être peut-être à la détente. Il pourrait servir pour réorganiser l'ensemble du football togolais en complicité avec la Fédération togolaise de football, eu égard à l'expérience qu'il a. Je pense que c'est ce qu'il doit faire maintenant. Maintenant, être au premier plan, ça c'est un autre débat, parce qu'à mon avis, à 72 ans, oui, c'est vrai que Claude Leroy est un peu fatigué en ce moment. Dommage à lui. Ben, on lui rend un bel hommage quand même, parce que Claude Leroy, c'est un nom qui compte au niveau du football africain. Ben, en tout cas, on sera fixé sur son sort très prochainement. Ça ne devrait pas tarder. Voilà, je vous rappelle que l'émission, elle est interactive, elle se fait également avec vous et grâce à vous, puisque vous êtes invités à aller sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3, pour laisser un petit commentaire concernant la question de ce soir. Les critiques récurrentes à l'encontre de Sylvain Gbongo sont-elles justifiées selon vous? Eh bien, allez-y et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis vous pouvez aussi laisser des petites questions, oui, à notre invité de ce soir, Patrick Irénée, ex-joueur de la SEC Mimosa, qui est là. Et ça nous fait super plaisir, Patrick, de vous recevoir. Allez, on continue. Ouais, pas mal de choses à vous proposer jusqu'à 22h. On y va pour le focus.